Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Magnus, présentent Guérilla, tome 3, le dernier combat, de Laurent Oberton, interprété par William Schwank. Partout, le 27e jour, 16 heures. La situation était globalement pacifiée. Marie-Violette contempla son visage juvénile et fatigué, se rajusta le chignon, sortit prudemment de chez elle. Comme tout le monde, l'étudiante avait entendu les hélicoptères. Se précipitant même à sa fenêtre pour voir ces dizaines d'appareils militaires volant au ras des toits enneigés. Et puis, le courant fut rétabli dans tout le 16e. Elle put recharger son portable, suivre en direct le retour de l'ordre. C'était plus fort qu'elle. Il fallait qu'elle sorte. Des semaines qu'elle se terrait dans son loft glacial, à grignoter ses fruits à coque et une immonde pâte crue faite de farine de maïs, d'huile d'olive et d'eau sale. Dans l'escalier, des voisins entr'ouvraient leurs portes, hésitant comme elle, tels des renardeaux au seuil de leur premier printemps. L'étudiante poussa la lourde porte du sas, plissa aussitôt les yeux sous le soleil. Dans la rue, la liesse. Le ciel bleu, la puanteur insoutenable. Tous ces Parisiens, jadis si bien mis et importants, des ombres d'hommes hallucinés et débraillés, mais souriants, heureux, comme rescapés d'une attaque nucléaire. Elle n'en croyait pas ses yeux. Était-ce la fin du cauchemar? Pouvait-on enfin espérer? Plus haut dans la rue, des caissons de ravitaillement fraîchement héliportés. Une foule s'agglutinait autour d'eux, piétinant la neige fondue, et il sembla à la jeune femme qu'on se bousculait. Une voix déformée par un mégaphone appelait au calme, promettait une distribution raisonnée et suffisante. Il était donc urgent d'attendre. Tout allait rentrer dans l'ordre. Marie-Violette, jeune femme des beaux quartiers et de bonne morale, ne s'en voudrait pas de prolonger pour quelques heures sa rupture avec ses principes, son hygiène et sa cuisine raffinée. Au fil de sa réclusion, ses intestins fragiles et sa peau délicate se firent au grand froid et au pâton de farine crue, comme elle s'habitua au goût métallique de l'eau du circuit de chauffage, au bout de tissus lavables en guise de papier toilette, à l'odeur infecte du sanibroyeur en panne, aux pots de chambre jetés par les fenêtres. Sans écran ni électricité, elle dormit même mieux qu'avant, s'émerveillant de survivre à une diète simultanée d'alcool, de smartphone, de séries, de caféine et de nicotine. Elle occupa son interminable attente à dessiner, à relire ses vieux bouquins, ses cahiers de classe et même son dictionnaire. Pour ne pas trop fondre, elle marcha en rond dans sa chambre, comme un animal de zoo, fit un peu de gymnastique et de gainage, 6 bons kilos de perdu en 27 jours. Elle n'était pourtant pas épaisse, du genre à peser chaque calorie avant. Comme tout le monde, elle entendit les tirs, parfois les cris. 3 verrous la séparaient de cette folie. Qui pouvait-elle, sinon prier pour sa porte et sa vie? Comme toutes les jeunes Françaises, Marie-Violette avait son surmoi public, ses belles pensées de tolérance et d'ouverture, et puis ses vils instincts privés, lui commandant pour commencer de n'approcher l'inconnu que sous la contrainte et du bout d'un choqueur électrique. L'étudiante fut dès les premières heures de la crise monstrueuse de méfiance et de préjugés. Elle n'ouvrit sa porte blindée à personne, ne chercha l'aide de personne. Un instinct de conservation payant et toujours aux aguets. Ainsi, quand cet homme malingre la déshabilla de son regard malsain, elle l'ignora et remonta aussitôt chez elle, s'enfermant devant la télévision, vérifiant plusieurs fois ses verrous. Quel besoin de sortir, puisque la télé était revenue.
Sa bonté humaniste attendrait bien quelques heures pour en faire autant. Dans l'ancien monde, l'homme malingre au regard malsain était journaliste. Donatien arpentait les rues, parmi une foule de survivants. Nombre d'entre eux étaient blessés, hagards, mal en point, les vêtements sales et déchirés. Nul ne semblait savoir que faire, où aller. Tous arboraient ces sourires figés de jours de solde. Le journaliste venait d'abandonner son squat, traversait d'un pas incertain la ville, se dirigeant vaguement vers son appartement, celui de la vie d'avant. Place de la Concorde, sur les champs et les boulevards, au Trocadéro, d'immenses rassemblements comme dans toutes les grandes villes, sur toutes les places du pays, on fêtait la nouvelle libération en jurant que ce serait la dernière. Des centaines de visages hallucinés, smartphones à l'oreille ou tendus vers le ciel, concentrés, la bouche ouverte en quête du dieu réseau. Certains souriaient, d'autres pleuraient, d'autres encore riaient aux éclats en pleurant, beaucoup se filmaient en parlant à leur appareil. On eût dit qu'une France de zombies venait de gagner sa 3e Coupe du Monde. Dans la joie de l'ordre retrouvé, on empilait cadavres et déchets pour y mettre le feu, comme si ces reliefs de réels, insupportables témoins du chaos, étaient forcément coupables. Le consommateur et lecteur, trop longtemps livré à lui-même, avait besoin d'exorciser, de venger sur d'autres son immense impuissance. Des collectifs de vigilants fraîchement constitués interrogeaient les passants sur leur attitude et celle de leurs proches durant cette crise. La pire depuis 1940. À Nation, un homme fut désigné par une voisine. « C'en est un !» Blême sous les huées, il fut bousculé, giflé, déshabillé, battu, forcé à marcher nu, un manche à balai dans l'anus. « Sale facho !» hurlait une gamine sur les épaules de son père. Après quelques dizaines de mètres au milieu de la foule, le facho gisait inconscient, couvert de sang, achevé à coups de pied. D'autres suspects subirent le même sort. On arracha les cheveux de quelques femmes, des jeunes les coincèrent dans les halls d'immeubles. Ainsi allait la nouvelle épuration. Des collectifs appelaient à la redistribution réelle et immédiate de tous les biens, en passant par la destruction définitive du capital. Certains s'assirent en cercle et se prétendirent nouvelle assemblée constituante. Les éco-anxieux s'indignaient de l'inaction des États contre cet hiver anormalement froid, fatalement imputable au dérèglement climatique. Sitôt les militaires retirés des rues pour ne pas provoquer, des casseurs entrèrent en action. Le racket, les pillages et agressions sexuelles étaient innombrables. Des familles dévalisées, des hommes tabassés, certaines femmes déshabillées de force. Un vieil homme soutenait une jeune fille aux vêtements arrachés, lui expliquant qu'il ne fallait pas se formaliser, que c'était une façon pour eux de participer, de manifester leur joie.